Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle animation de rentrée, la palette. La palette, ce sont 7 semaines durant laquelle nous allons aborder 7 thématiques différentes. Et pour cette première semaine, nous allons parler d'engagement étudiant, d'engagement professionnel, à la cité donc audacieuse, en compagnie de Anne Labroile. Bonjour Anne. Bonjour. Donc, Anne Labroile, vous avez effectué votre formation à l'ENSA Bordeaux de 1991 à 1997. Vous avez, pendant ces années d'études, été au conseil d'administration de l'établissement. Vous avez également été présidente du bureau des étudiants. Vous avez ensuite été vice-présidente de l'association Saga. Oui, c'est vrai. Cofondatrice, oui. En effet. Donc, qui est une association membre du réseau. BDE, oui, c'était le réseau. Oui, tout à fait. Le réseau donc EASA. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, tu as une meilleure mémoire que moi. Ouais. Donc, le réseau EASA qui s'occupe de la création de workshops européens. Par la suite, vous devenez vice-présidente à l'UNEA, l'Union nationale des étudiants en architecture, en 1997. Et par la suite, vous faites votre entrée dans le monde professionnel. Vous devenez donc maître conférence associé à l'ENSA Bordeaux, et également à l'Université Paris-Nanterre. Voilà, je suis maître de conférence uniquement à Paris-Nanterre. En effet. Et pour autant, l'engagement ne se dissocie pas de vous, puisque vous créez en 2016 le collectif MEMO, donc, qui est le mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre. Donc, une petite présentation de l'association. C'est une association qui interroge notamment les questions de la féminisation dans les métiers de l'aménagement et aussi les notions de genre. Vous avez notamment créé 2 colloques en 2018 et en 2020. Donc, le premier, c'est Elles font la ville et également Trajectoire construite. C'était notamment à l'occasion de la journée des droits des femmes. Donc, votre parcours associatif durant vos années d'études prouve déjà un mantra pour l'engagement, puisque vous avez notamment œuvré à plusieurs échelles. Comment avez-vous abordé chacun de ces mandats et avez-vous ressenti une évolution de vos engagements au cours de vos études ? Tout à fait. Alors, les mandats, c'est très lourd comme nom pour moi. À l'époque, en fait, tout ça, c'était plutôt issu de rencontres. C'était assez fluide. C'était pas une grande volonté de ma part. J'avais pas une confiance en moi en disant que j'ai un engagement. C'était plutôt un engagement personnel, une vision et des choses personnelles. Et au fur et à mesure de rencontres, elles m'ont amenée à vouloir participer à ça. Et voilà, c'était plutôt quelque chose qui s'est fait de manière assez fluide. C'est vrai que je suis assez impressionnée à la lecture de tout ça. J'ai pas du tout eu conscience et le souvenir d'avoir fait tout ça, mais effectivement, j'étais là. Donc sur la notion d'échelle, en fait, bon, j'ai pas tout le temps été au conseil d'administration de mon école. Moi, il me faut toujours un peu de temps avant, quand j'arrive dans un endroit, pour un peu comprendre déjà où je suis, quelles sont les choses et les acteurs qui sont là. Je suis partie en fait en Angleterre. Ce qui a été un peu l'élément déclencheur, paradoxalement, c'est en partant et en revenant que j'ai commencé à construire des choses en fait dans mon école. C'est en voyant ce qui se passe ailleurs, c'est en prenant tout d'un coup plaisir à être ailleurs et à comprendre pourquoi ailleurs était différent, la manière d'enseigner, la relation aux étudiants, aux enseignants, etc. Et ça m'a amenée à m'interroger sur moi, ma relation avec l'école. Et à m'interroger sur ce que j'avais envie de faire et apporter. Donc en fait, paradoxalement, c'est plutôt le départ qui m'a un peu plus ancrée à mon retour. Et donc c'est à mon retour en 3e, 4e année qu'effectivement on a dans un premier temps créé toujours avec des gens. Parce que, toute seule, on arrive à... Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc créer effectivement Saga. C'était la volonté, c'était tout début des années Erasmus, donc c'était la volonté vraiment de promouvoir les échanges internationaux. Beaucoup d'étudiants avaient encore peur de partir ou n'avaient pas forcément les moyens, donc c'était une manière aussi d'encourager, de montrer ce qu'on faisait, d'accueillir aussi les étudiants, d'essayer d'intégrer les étudiants étrangers dans notre école. Donc voilà, ça c'était la première étape, plutôt internationale, et créer comme ça et intégrer des réseaux. Ça m'a amené à rencontrer Gaby Farage qui m'a invitée à participer à l'UNEA, qui s'était créée 2 ans auparavant. Donc la l'UNEA, c'était vraiment l'opportunité de rencontrer plein de gens,
d'écoles d'architecture de la France entière. Donc là aussi, c'est par la rencontre avec d'autres personnes qu'on s'interroge sur notre propre pratique et sur notre propre... voilà, pourquoi on fait ça, pourquoi aller à Bordeaux c'est comme ça, et en fait ailleurs c'est aussi comme ça, et pourquoi c'est... Voilà, et donc c'est toujours avec la rencontre qu'on interroge et qu'on comprend les choses. Voilà, et après je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, c'est véritablement, c'est une question, enfin, c'est une question qui est quand même assez... assez étrange de par la question des échelles, mais j'avoue que la réponse est très très... Enfin, il n'y a pas de bonne réponse en soi, voilà, mais en tout cas, je trouve qu'elle donne pas mal d'éléments de réponse. Mais du coup, quel était le contexte associatif et étudiant dans lequel vous êtes entré et aussi dans lequel vous avez évolué? Alors, il était quasiment néant, en fait, le contexte étudiant à l'école d'architecture de Bordeaux. Et ça, j'ai beaucoup repensé des années et des années après quand je me suis intéressée à la question du genre, et j'ai compris plein de choses. Parce qu'en fait, il n'y avait que deux associations à l'époque à l'école d'architecture de Bordeaux. C'était l'association de rugby et l'association de voile. Et quand je suis revenue d'Angleterre, où il y avait pas mal d'associations culturelles dans l'école d'archi où j'étais, effectivement, je me suis interrogée. Je n'étais pas une grande sportive à l'époque, je ne suis toujours pas, mais bon, voilà, pourquoi faire comme plus du rugby de la voile? Je ne me voyais pas trop là-dedans. Et il y avait vraiment des velléités, tout d'un coup, de plein d'étudiants de l'école d'archi qui voulaient créer des associations culturelles, enfin de réflexion, etc. Mais en fait, on a dû beaucoup... œuvrer pour récupérer les fonds de ces deux associations qui en fait siphonnaient tous les fonds de toutes les associations si on n'avait aucune autre. Donc ça a été un peu un conflit et je ne l'ai pas très bien compris en fait. J'ai mis 20 ans en fait à comprendre que j'avais siphonné en fait une des associations les plus fortes des écoles d'archi, qui était l'association de rugby, en tout cas à Bordeaux, et qui était un gros réseau professionnel de cooptation entre des jeunes étudiants et puis des architectes bien installés. Et je l'ai compris en rencontrant mes anciens collègues qui avaient de belles agences et qui, par ce réseau-là, avaient réussi aussi à développer. Donc j'avais déjà, sans le savoir, un peu remué un peu l'ordre des choses. Et ça, c'était vraiment chouette. Mais c'était compliqué. Bref. Donc, et puis, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y avait très très peu, et il y en a toujours assez peu d'associations. Je venais aussi de la fac, j'avais passé 2 années à la fac où il y avait des associations d'étudiantes bien plus structurées, des syndicats, etc. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas dans les écoles d'archi, on est assez éloigné de cet univers-là. Et justement, par rapport à ce contexte que vous avez connu et celui dans lequel vous évoluez en tant que maître conférence associé, est-ce que vous voyez une évolution entre ce contexte associatif de l'époque et celui actuel? Alors peu en fait, mais je ne suis pas très très au fait des écoles d'archi, donc faut pas non plus, j'ai pas une vision très globale, donc je voudrais pas non plus dire de bêtises. J'étais assez surprise quand je suis invitée régulièrement dans les écoles d'archi, donc j'y vais vraiment ponctuellement, donc j'ai quelques liens avec des étudiants, mais c'est pas de manière j'ai pas de vision globale, mais j'ai l'impression quand même que les choses n'ont pas tant évolué que ça. Il y a quand même des associations qui se sont développées, et ça tant mieux, mais ça commence à émerger, moi, à la fin de mes études. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la prise de conscience politique, elle est très peu présente au sein des écoles. Il n'y a pas de syndicat, c'est toujours un gros mot. Et ça m'a toujours interrogée, parce que quand même, en tant que futur praticien, en tant que futur concepteur des villes, quel que soit son poste, on est amené à avoir une réflexion sur la ville, donc avoir un minimum d'engagement me paraît assez important. Mais justement, vis-à-vis de cette corrélation entre l'engagement et la question du faire, est-ce que, justement, il y a eu, comme vous l'avez dit, l'évolution de certaines associations, il y a même une forme de conscientisation auprès des étudiants. Est-ce que vous avez l'impression que la pédagogie suit ces éléments? Oh, je voudrais pas. Non, franchement, c'est compliqué. Elle a son rôle à jouer. Oui, je dois quand même être optimiste. Moi, quand j'ai commencé mes études en architecture et qu'avec donc Gabi Farage, Yvan Détraz, qui ont commencé à composer le bruit du frigo, mais c'était les tout début. Ils étaient étudiants quand ils ont commencé à faire ça. Ça a été très 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 mal vécu par beaucoup d'enseignants qui n'ont absolument pas compris la démarche, et ils ont reçu des choses très très violentes. Moi-même, j'avais du mal un peu à comprendre. Ils commençaient à faire leur pérégrination périurbaine, on faisait des pique-niques, il y avait des choses très sympas, mais je trouvais ça... je ne comprenais pas encore la portée de ce qu'ils étaient en train d'amener au sein des études d'architecture et au sein du milieu architectural.
Et puis voilà, puis c'était très violent. Enfin, vraiment, ils ont eu des retours extrêmement violents. Des années plus tard, ça a été hyper émouvant. Avec Gabi, 15 ans plus tard, il était invité à Belleville à faire une conférence, à expliquer ce qu'ils avaient fait avec Bruit du Frigo. Il y avait aussi une personne collective Existe. Et j'ai trouvé ça très émouvant de voir tous ces étudiants vraiment très intéressés par leur démarche. Donc oui, les choses quand même évoluent, vraiment. Je dois être optimiste là-dessus. On interroge et il y a quand même si c'est encore minoritaire et même si c'est encore compliqué, il y a, je pense, de la place pour des pratiques différentes. Et en tout cas, je vois avec grande satisfaction que les étudiants sont très intéressés par ces démarches-là. Mais nous, on a un grand travail de pédagogie, pour leur faire comprendre, ces démarches qui ne sont pas forcément hyper évidentes non plus. Et beaucoup d'étudiants s'attachent à la forme qui génère de ces collectifs, des choses assez ludiques, etc. Et il faut bien comprendre que c'est une démarche, c'est un outil. Tout ce que mettent en place les collectifs participatifs, ce sont des outils pour amener les habitants à réfléchir sur leur cadre de vie, ce n'est pas une finalité. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes étudiants. Et justement, cet engagement qu'on ressent chez vous, véritablement, et qui en plus se traduit au sein de votre parcours, est-ce qu'il a eu... quelles ont été les conséquences de cet engagement au moment où vous êtes entré dans le monde professionnel? Alors, paradoxalement, peu dans le monde professionnel, parce qu'en fait, j'ai été très engagée très longtemps, au grand désespoir de mes parents, parce que j'ai resté étudiante très longtemps. Et puis... je pense que aussi cet engagement qui questionnait beaucoup la place de l'architecte et le rôle de l'architecte était, si je dois faire une analyse un peu personnelle de mon parcours, était une manière aussi de fuir un peu la posture d'architecte qui ne me plaisait pas. On en a parlé tout à l'heure, de cette figure très masculine, très imposante, très autoritaire, très hiérarchique, très pyramidale. Et que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer aussi dans le milieu professionnel. Et plus je m'interrogeais, et plus j'avais du mal. Donc le passage au milieu professionnel a été très compliqué pour moi, il a été tardif. Et paradoxalement, je me suis dit, maintenant, tu vas prouver que tu es une architecte. Voilà, maintenant ça suffit. Et donc je suis allée, j'ai commencé par les petites agences, mais après je me suis retrouvée un peu par hasard chez Villemotte et Associés, qui est une grosse agence qui est vraiment un milieu de mon engagement. Mais j'avais besoin aussi de ça, de me confronter à des choses qui étaient très éloignées de moi pour me conforter aussi dans ma posture d'architecte et me légitimer moi en tant que personne dans ma figure d'architecte. Et ça m'a aussi fait du bien pour ça. J'y suis restée longtemps. Finalement, j'ai réussi à trouver ma place. Comme quoi, on peut être aussi engagé et trouver sa place un peu partout. Il faut essayer de bien comprendre tout. Et puis voilà, je travaillais sur l'espace public, donc ça m'intéressait beaucoup. J'avais la liberté de travailler sur un sujet qui m'intéressait, qui n'intéressait pas beaucoup de personnes à l'agence, c'était formidable. Donc finalement, voilà, c'est assez paradoxal. Et donc mon engagement, il est vraiment revenu plus tard, à la quarantaine, c'est peut-être lié à la crise de la quarantaine. Je sais pas, il y a des cycles comme ça dans la vie, où là, j'ai eu besoin effectivement de retrouver un peu le sens. Dans les grandes agences d'architecture, on travaille, même dans les petites, c'est vrai que c'est des rythmes de travail très très forts, on travaille beaucoup et on a du mal à avoir... on est dans la productivité très très autoritaire et rapide, alors parfois gratifiante, c'est vrai, mais parfois très très dur à vivre. Et donc j'ai besoin de revenir vers mes premières valeurs et cet engagement-là. Donc j'avais jamais perdu contact avec le Bruit du Frigo, mais je les ai retrouvés en disant j'aimerais bien qu'on commence à développer maintenant des choses. J'ai appris quand même dans cette agence des choses très fortes au niveau... je me sentais enfin architecte, je pense que je me sentais enfin légitime après 10 ans passés dans cette agence pour pouvoir réinterroger mes pratiques. Et donc c'est comme ça qu'est revenu. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler, continuer à mi-temps, parce que c'est un peu compliqué aussi de s'engager financièrement, il faut pouvoir aussi le faire. Donc continuer des chantiers à mi-temps et puis commencer à développer ma propre pratique, ma propre réflexion à titre personnel. Mais il m'a fallu du temps. C'est rien, mais je ne m'étais pas dit, à tel âge, je ferai ça. Mais les choses sont donc, comme on en avait parlé, vous n'êtes pas enseignante qu'au sein d'une école d'architecture. Vous l'êtes également donc, à l'Université Paris-Nanterre, en urbanisme.
Est-ce que vous avez vu de fortes disparités entre ces deux mondes très différents? Énorme, énorme. J'étais très, très, très surprise. En fait, ça fait quand même plusieurs années que j'essaie d'intégrer les écoles d'architecture, que c'est très compliqué. Et paradoxalement, à l'université où je ne connaissais absolument personne, j'ai envoyé ma candidature et voilà, et j'ai été retenue. Et c'est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est un milieu... Alors, c'est de l'urbanisme. On a des étudiants très différents des étudiants en architecture. Donc ça, c'est vraiment pour moi une des différences très fortes et marquantes socialement déjà. Alors je ne sais pas si c'est du fait d'être un Nanterre, qui est aussi dans une région parisienne qui socialement est plus marquée, mais enfin on a une diversité des étudiants que je ne retrouve absolument pas dans les étudiants d'architecture. Donc ça c'est très intéressant. Et puis moi mes collègues sont des chercheurs, moi je suis une des rares, on est 2 praticiens dans l'équipe, donc c'est aussi très issu de la géographie pour la plupart, quelques-uns sont architectes, mais donc c'est aussi très intéressant et c'est la première fois que moi je rencontrais ce milieu-là, que je me confrontais à ce milieu-là, enfin confrontée, sans aucune confrontation, aucune, mais en échange en tout cas. Et voilà, je trouve que c'est très très différent et je suis très surprise des difficultés que le monde universitaire et que le monde des écoles d'architecture n'arrivent pas à se retrouver parce qu'ils sont amenés à se retrouver plus tard dans le monde professionnel. En fait, moi, je forme beaucoup de maîtrises d'ouvrage. Les étudiants seront amenés, pour la plupart, à travailler dans la maîtrise d'ouvrage. Donc, je trouve dommage qu'ils ne se rencontrent pas avant. Et ils ont chacun des clichés, des stéréotypes des uns sur les autres. Et on essaye de créer des ponts, mais c'est compliqué. Les enseignants ont du mal. Et puis, c'est vrai que je pense qu'on pourrait trouver des sujets communs, j'en suis persuadée. Je n'ai pas l'impression d'enseigner de manière fondamentalement différente. Bien sûr, j'adapte au public. J'ai l'impression que les centres d'intérêt sont quand même assez proches. Mais ces deux mondes-là ont du mal à se rencontrer. C'est vraiment à l'image de la société, je trouve, après. Et je trouve ça dommage. Donc maintenant, nous avons un petit peu parlé du collectif MEMO que nous avions très brièvement introduit, mais j'aimerais véritablement que vous nous présentiez l'association avec vos propres mots. Ah d'accord. Donc l'association MEMO, mes propres mots, je vais me répéter comme vous. Donc MEMO, c'est Mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre, qui est une association composée essentiellement d'architectes, mais notre propos c'est d'être ouvert à tous les métiers qui construisent le territoire, donc architectes, paysagistes, urbanistes. Malgré notre nom aussi, à toutes les pratiques. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est intéressé vraiment à la question de la maîtrise d'œuvre parce que, par concours de circonstances, on était plutôt des architectes qui venions créer nos agences. Mais on s'est rendu compte que si justement on voulait interroger la féminisation des métiers, il fallait être ouvert à toutes les pratiques parce que les femmes se trouvaient en fait de manière beaucoup plus massive dans plein de domaines différents. Dans la maîtrise d'œuvre, dans la maîtrise d'ouvrage, dans l'enseignement, dans la recherche, etc. Donc voilà, on est un petit groupe, on aimerait bien être plus nombreuses parce qu'on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Voilà. Et donc notre objectif, c'est de travailler sur l'équité dans les métiers de l'architecture. Et ça, c'est un objectif énorme. Donc le champ est énorme. Donc avec, à notre petite échelle, on essaye de faire bouger les lignes, on travaille beaucoup sur la visibilité des femmes architectes. Pour les légitimer dans la posture, autant légitimer les jeunes architectes qu'elles se sentent à l'aise et commencer à constituer des modèles, qu'elles se sentent à l'aise dans la posture d'architecte. C'est important aussi pour les clients, c'est montré dans les journées du matrimoine, par exemple, on organise les journées du matrimoine, c'est un événement qui est ouvert au grand public. Et ça, on y tient beaucoup parce qu'on montre aussi au grand public qu'il y a des femmes architectes, ils ne sont pas au courant en fait, ils ne savent pas. Voilà, et puis on essaye de faire un peu de lobbying à notre échelle auprès de la presse pour qu'ils mettent en avant les femmes architectes. On travaille aussi dans des groupes au sein du ministère et au sein de l'ordre pour essayer de faire avancer les choses. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Et on interroge, par ce biais-là, on interroge aussi les pratiques. Il y a effectivement la prise en compte du genre, qui n'est pas directement liée, mais qui a quand même un lien avec cette problématique. Parce qu'on est persuadé que, dans la prise en compte du genre dans la fabrique urbaine, parce qu'on est persuadé que plus on sera dans la diversité au sein des équipes de conception, plus on reflètera aussi la diversité de la société.
Et d'ailleurs, autre que les journées du matrimoine, vous préparez également donc un colloque en février prochain, en février 2020. Est-ce que vous pourriez aussi présenter Tout à fait. Alors, c'est pas Memo qui l'organise. Donc ce sont des laboratoires de recherche et d'école d'architecture, notamment le LET, à la Villette, qui nous a invités, donc ils m'ont invité à participer au comité scientifique et puis au comité d'organisation. Donc il y a pour but de faire un peu un état des lieux de la recherche sur la question du genre dans les professions de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Donc là c'est vraiment centré sur les professions. En fait, une des problématiques quand on commence un peu quand on a constitué notre association, c'est qu'il y a très très peu d'objectivation du sujet, il y a très peu de données, parce qu'il n'y a aucune étude qui ont été faites vraiment, qui ont été menées là-dessus. Il y en a quelques-unes qui ont été faites à l'étranger, et en tout cas en France, il y en a très peu. Il y en a très peu, pourquoi? Parce que ça ne suscite pas beaucoup d'intérêt, et que le peu d'intérêt que certaines personnes ont eu a aussi été balayé par les instances de la recherche, par exemple. Jusqu'à présent, les choses bougent, mais qui n'ont pas légitimé, donc pas financé aussi des projets de recherche. Donc notre objectif est de faire le premier colloque qui va faire cet état-là international de la recherche et qui va pouvoir un peu ancrer ce sujet-là, et on espère créer des vocations aussi et commencer à constituer tout un réseau de chercheurs et de chercheuses sur les questions de genre et de métier. Donc, suite, vous avez fait d'ailleurs certains constats, même surtout au sein des précédentes éditions d'événements de recherche que vous avez élaborés. Que pourriez-vous un peu nous dire sur la place des femmes au niveau de la profession actuellement? Quels sont les grands constats actuels? Alors, les grands constats, ils sont nombreux. C'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses au sein de la formation initiale. On en a parlé tout à l'heure. On est quasiment maintenant à 60% d'étudiantes en architecture au sein des ALSA. Et paradoxalement, elles sont beaucoup moins nombreuses inscrites à l'ordre, même si les choses ont tendance à évoluer. C'est-à-dire que de manière globale, elles sont 30% maintenant inscrites à l'ordre. Et puis, si on regarde les moins de 35 ans, elles sont à 50%. Donc, elles commencent à être là. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ce qu'on démontre à Memo, c'est que les choses ne sont pas forcément linéaires. Ce n'est pas parce qu'on a de plus en plus d'étudiants en architecture qu'on va les retrouver dans les mêmes carrières de manière linéaire ensuite dans la profession. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un énorme, ça c'est vraiment ce qui fait vraiment mal, c'est qu'au niveau des carrières et au niveau des revenus notamment, l'écart est énorme. Si on prend la dernière archigraphie, l'écart de revenus pour les architectes inscrits à l'ordre, hommes comme femmes, donc uniquement inscrits à l'ordre, je ne parle pas de salariés, on peut être salarié, être inscrit à l'ordre, mais c'est inscrit à l'ordre, il y a un écart de revenus de 41%. C'est-à-dire que quand un homme gagne 100, une femme gagne 59. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. On voit aussi qu'elles sont très peu visibles. Donc ça, dans mes interventions au sein des écoles, je fais le tour de toutes les publications qui sont faites sur les femmes architectes, de tous les prix, de toutes les conférences, et on voit qu'elles ne sont pas là, on ne les voit pas. Donc même si elles sont professionnellement présentes, elles sont peu visibles, peu rémunérées, et que ça pose problème. Pour les questions d'égalité professionnelle, c'est vraiment pas normal. Donc on essaye de comprendre, il faut pouvoir militer contre ça, il faut comprendre les mécanismes qui sont mis en œuvre pour pouvoir justement être conscient et pouvoir y travailler. Mais par ailleurs, ça me fait penser aussi, on continue encore beaucoup de s'étonner de certains événements. Par exemple, quand dernièrement le prix Pritzker avait été donné à 2 femmes, des femmes architectes, on avait encore une fois été particulièrement surpris que des femmes reçoivent ce prix. Quand vous voyez par exemple justement ce genre d'événements sur les réseaux sociaux, etc., quel sentiment ça provoque? Enfin, pas forcément quel est le sentiment, mais qu'est-ce que ça... De quoi? De cynisme par rapport à ça? Pas forcément, mais véritablement, enfin, qu'est-ce que vous... Alors déjà, je me félicite que 2 femmes aient un prix Pritzker. Donc, enfin, 2 femmes ont pris un prix Pritzker. Quelle que soit l'art architecture, le sujet était pas forcément... Enfin, l'art architecture, elle est évidemment tout à fait
voilà, légitime, c'est pas le sujet. Comment dire, il faut quand même dire c'était les 3e et 4e femmes qui gagnaient le prix Pritzker depuis 30 ans. Qu'il a fallu, je pense, effectivement faire bouger les choses pour en arriver là. Bah, c'est une très bonne chose. Les réseaux sociaux, oui, sont parfois énervés, mais enfin, quand on est féministe, on a l'habitude d'avoir des réseaux sociaux très énervés. On fait avec. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, c'était véritablement, puisque justement, vous avez parlé un petit peu de la question des femmes dans les prix. Ouais. C'est vrai que lorsqu'une femme reçoit un prix ou est particulièrement... où est visibilisée. Souvent, on va beaucoup plus parler du fait que ce soit une femme, oui, tout à fait. De son travail. C'est vrai. Bah, écoutez, moi, ça m'a permis de connaître leur architecture. Je dois avouer, je ne la connaissais pas, donc je suis allée la voir. Voilà, me faire mon opinion là-dessus. Mais bon, enfin, c'est... moi, ce qui me surprend toujours, c'est les critiques, effectivement, qu'il y a envers les prix des femmes architectes. L'ARVA, chaque année, a son flot d'articles plus ou moins qui ne comprennent pas ce phénomène. Enfin, des prix, c'est hyper important pour un architecte d'avoir un prix, c'est important évidemment à titre personnel, hein, c'est toujours gratifiant, mais c'est surtout important pour avoir une visibilité, pour avoir une carrière, c'est important à titre de rôle modèle. Malheureusement, comme il y avait effectivement peu de femmes qui ont des prix, et pourquoi elles ont peu de prix, c'est pas parce qu'elles produisent moins bien, mais c'est que comme elles ont accès à moins de projets d'envergure, elles sont moins visibles. Donc c'est aussi mathématiquement plus compliqué d'avoir un prix. Enfin, toutes ces femmes-là qui ont été primées ont fait quand même une architecture toujours remarquable. Chaque fois, effectivement, ça m'agace qu'on remette en question l'architecture de ces femmes et qu'elles ont été primées parce qu'elles sont des femmes. Je sais pas, les albums des jeunes architectes, on ne va pas critiquer parce qu'ils sont jeunes, c'est parce qu'ils sont bons et jeunes, et là c'est parce qu'elles ont fait de belles architectures et qu'elles sont femmes. Voilà. Donc, effectivement, c'est des débats, mais c'est intéressant toujours d'avoir ces débats-là. Et c'est souvent des femmes aussi qui sont très choquées par le prix des femmes architectes. C'est amusant de voir ça. Mais c'est un outil, c'est-à-dire que ce n'est pas une finalité. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que tous ces processus-là de quotas, de prix des femmes architectes, des jeunes architectes, des albums de jeunes architectes, ce sont des outils pour accéder à une certaine notoriété, ce sont des outils de carrière et de mise en avant. Le jour où il n'y aura plus de problème d'égalité, on n'aura évidemment plus du tout envie qu'il y ait des prix dédiés aux femmes. Et justement, puisqu'on en revient du coup parce que c'est ça finalement le sujet, c'est la place des femmes, qu'est-ce que vous voyez comme évolution de cette place? Est-ce que vous qui œuvrez finalement pour l'évolution de cette place, qu'est-ce que Mémo finalement imagine de cette évolution? Quelle est la projection? La projection, c'est qu'on ait vraiment le choix de nos carrières, c'est qu'on se dise, qu'on ne se pose plus la question, tiens, en tant que femme, je vais avoir du mal à construire des tours, je vais avoir du mal à créer mon agence parce que je vais avoir des enfants et que je vais me retrouver seule à m'occuper de mes enfants. Ou au contraire qu'un homme se dise, ah ben tiens, j'ai pas besoin d'avoir une méga carrière pour être heureux, je peux aussi travailler de manière plus simple. Qu'on sorte en fait des stéréotypes de genre, c'est ça notre souhait. C'est que chacun et chacune ait le choix de la carrière qu'il veut et sans injonction en fait liée à son genre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise carrière, il faut juste qu'elle soit adaptée à ce qu'on est, ce qu'on sent personnellement et pas à son sexe. Et justement, vis-à-vis de toutes ces questions-là, ces questions presque un petit peu de cases, justement de sortir de ces cases-là, quels sont selon vous, les leviers d'action et les potentiels outils à disposition pas des étudiants, mais qui seraient possibles d'actionner chez les étudiants actuellement? Pour moi, ça c'est déjà un pas à l'œuvre, c'est une conscientisation, même si c'est encore long, mais c'est vraiment une conscientisation, c'est se rendre compte en fait des injonctions qu'on a subies ou qu'on subit quand on est étudiant ou étudiante à aller vers tel ou tel domaine, vers telle ou telle carrière. Et à partir du moment où on est conscient de ça, on peut faire ses choix de manière, encore une fois, personnelle et pas pour répondre à ce qu'on attend de soi.
Je sais pas, moi, il m'a fallu 20 ans pour ça. Donc, mais je trouve, quand je rencontre des étudiants, vous êtes bien plus conscientisés que nous. La société y amène, le mouvement MeToo a amené une prise de conscience générale. Donc, c'est peut-être un peu plus simple, un peu plus légitime. Et tant mieux, c'est les choses bougent. Je sais pas si ça... Et justement, on va peut-être un petit peu embrayer sur le contexte actuel, Oui. l'après-MeToo, avec tous les mouvements féministes qui, justement, ils sont en train d'émerger, même une visibilisation. Je pense notamment à la promotion des journées du matrimoine sur France Inter très dernièrement. Ouais. Je pense également à tous les podcasts qui ont tendance à être créés sur la question des femmes dans l'espace public. Tout à fait. Il y en a eu sur France Culture par exemple, il y en a eu également sur certains collectifs, je pense à Félicité, ces collectifs-là. On voit apparaître une critique assez redondante. Par exemple, justement, c'est une critique qui avait été soulevée lors du podcast de France Inter, c'était qu'il y a une inscription dans un espèce de mouvement, il y aurait une inscription dans un mouvement de mode. En tout cas, c'est ce que certaines personnes ont tendance à revendiquer. Ou également que les modèles féminins, quelles que soient par exemple les disciplines, même en architecture, en soi, il n'y a pas besoin d'aller les chercher, qu'elles n'ont pas forcément beaucoup œuvré. Qu'est-ce que vous... ce sont des critiques qui existent, mais qu'est-ce que cela génère? Alors la question de la mode, effectivement, moi j'ai eu une discussion avec un petit ado de 13 ans qui m'a dit ça, oui, non, les filles, elles sont toutes là avec leur t-shirt, elles sont féministes, etc. Donc je lui ai répondu que c'était une mode plutôt sympathique, que je préférais cette mode-là qu'une autre. Mais c'est une manière aussi de dévaloriser. La mode, c'est pas quelque chose de très valorisant, surtout pour un architecte. On n'a pas envie d'être lié à la mode. Lié à la mode, c'est quoi? C'est futile, c'est mercantile. Donc je trouve que c'est une critique quand même assez acerbe de ce mouvement-là. Donc évidemment, avec un ado de 13 ans, je n'aurais pas le même propos. J'essaierai d'être un peu plus didactique qu'avec un adulte qui pense ce propos. Non, pour moi, c'est un mouvement de fond, vraiment un mouvement de fond. Et s'il y a autant de répercussions maintenant, c'est que je pense qu'on était quand même prêts et que ça faisait suffisamment longtemps que toutes ces femmes, que nous tout le temps on subissait, j'insiste, qu'on subissait toutes ces discriminations-là et que tout d'un coup, le fait qu'il y ait des femmes à des postes plus élevés et qui nous donnent la parole, on puisse y aller, on puisse le dire. Et tant mieux si c'est une mode, écoutez... tant mieux qu'il y ait ce mouvement-là, fondamentalement. Je n'espère pas que c'est une mode. Par contre, il faut faire attention, effectivement, avec des discussions qu'on a avec beaucoup de militants des années 70. Beaucoup craignent après le retour de bâton. Donc, il faut être très vigilant aussi. C'est pas un acquis, donc il faut rester en éveil par rapport à ces questions-là. Mais en tout cas, moi, je vois beaucoup plus qu'un mouvement de mode, vraiment un mouvement de fond très fort. Voilà, pour répondre à la question des modèles, après il y avait plein de questions dans ta question. En effet, la question des modèles, c'est-à-dire que, par exemple, justement, c'est aussi ce à quoi œuvrent les journées du matrimoine. C'est aller aussi chercher les modèles autres que les modèles masculins. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, pour certains, il n'existe pas de modèle féminin. Où ces modèles féminins sont souvent rattachés à des personnalités masculines. Notamment, par exemple, même quand on cherche des architectes féminines, parfois elles sont mariées. Et justement, pourquoi, d'une part, on remet beaucoup en question cette recherche, et ensuite, pourquoi finalement on a besoin de cette recherche? Alors, on a besoin, on a quand même besoin. Alors, certaines personnes n'ont pas besoin de modèles. Tant mieux. Mais je pense que quand même la majorité des gens ont besoin de modèles, en fait, se projeter vers une personne. C'est comme ça qu'on grandit. Après, on n'est pas obligé d'être un clone de cette personne-là. Mais au moins, une personne, à un moment, a montré un chemin et on se dit ce chemin est possible. Et c'est possible pour une personne comme moi. Et c'est ça qui est vraiment fondamental dans la création de modèles. Donc tout à l'heure, on parlait de la recherche sur les femmes architectes. Donc c'est compliqué parce qu'effectivement, il y en a eu peu. La féminisation est assez récente. Mais il y en a eu, et donc c'est tout un travail fondamental de petites fourmis, parce qu'aller chercher des femmes architectes, souvent on disait elles ont été mariées, donc c'est plutôt leur mari qu'on a mis en avant, ou alors elles-mêmes ou leurs descendants n'ont pas pensé que leur mère ou leur fille, enfin leur grand-mère avait fait des choses extraordinaires,
Là, en discutant avec une chercheuse là, qui est en train de retracer l'histoire des premières inscrites à l'ordre, on disait combien c'était compliqué parce que les archives avaient été brûlées ou abandonnées au fin fond d'un château. Donc c'est vraiment aussi tout ce travail-là qui est hyper intéressant mais compliqué. Et pour moi, il est fondamental. Il est fondamental pour se créer soi, mais aussi pour montrer à la société et par exemple à nos futurs clients qu'il y a des femmes architectes, que c'est des choses qui existent et donc elles vont légitimer eux-mêmes, vont sortir aussi de ce schéma-là et vont dire ah mais tiens oui, un jour j'aurai besoin de quelqu'un, pas seulement pour faire ma cuisine et ma salle de bain, mais pour faire une tour. Je peux faire confiance à une femme, d'autres l'ont fait et elle pourrait le faire. Donc la création de modèles, elle est utile à plein de niveaux différents. Donc on va cette fois-ci un petit peu passer à certaines questions, évidemment les questions un petit peu d'anecdotes, ou en tout cas des faits marquants. Donc si vous deviez nous partager un fait marquant au cours de vos engagements, que choisiriez-vous? Ouais, alors c'est impossible de donner un fait marquant. Non, mais parce qu'il y en a tellement. Donc j'essaie de trouver une thématique de fait marquant, c'est la rencontre. En fait, c'est vraiment toujours la rencontre avec les autres, la création de réseaux, le partage. Voilà, c'est ça, enfin, c'est chaque moment de rencontre et d'échange avec d'autres personnes qui sont un peu positionnées sur les mêmes engagements, sont toujours très forts et très fondateurs. Enfin, très formateurs, voilà, très stimulants. Donc j'en ai plein. Là, le dernier en tête, et puis dans tous les engagements. Tu vois, je parlais des séminaires qu'on avait quand on était à l'INEA, chaque événement était vraiment très fort. Ensuite, là, retrouver le réseau Superville, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Superville, qui est le réseau de tous les collectifs qui font des projets participatifs, donc être en lien avec des gens qui travaillent un peu sur les mêmes problématiques que nous, et puis de voir des jeunes aussi sur ces problématiques-là, c'était très très stimulant. Voilà. Mais en fait, tous les bons souvenirs que j'ai, ils sont toujours liés à la rencontre et au plaisir aussi de discuter, puis au plaisir de faire la fête. Et donc la dernière question, mais non des moindres, un conseil en direction des étudiants qui regardent cette vidéo. Alors, j'en ai plein. Non, mais je parle. Bon, on est bien, hein, on est friand de bons conseils. Le premier, trouver du plaisir dans ce qu'on fait, mais vraiment. Je trouve qu'on est dans une culture, surtout en France, de la souffrance absolue. Moi, ce qui m'a vraiment décoincée, c'est en Angleterre, mon enseignant qui nous demandait toujours si on était heureux avec notre projet. Et c'est ce que j'essaye toujours de questionner avec mes étudiants. Parce que je pense que quand on est heureux avec son projet, avec ce qu'on est en train de faire, déjà on y travaille avec plaisir et puis on le porte, on est sincère. Donc c'est vraiment trouver le plaisir là-dedans. D'être sincère, voilà, de trouver son chemin, un peu c'est la vision qu'on a, et puis de lier les actions avec la vision qu'on a. Je déplore souvent le cynisme qu'on peut trouver autour de nous, et je trouve ça dommage. Je trouve que quelqu'un de sincère, et c'est un peu ce qui m'a apporté. Moi, j'ai toujours été sincère avec ce que je porte, et ça m'a toujours apporté de bonnes choses. Voilà, on arrive à embarquer les choses quand on croit à ce qu'on dit. On arrive à embarquer les gens dans un récit. Voilà, d'être cohérent. Et la troisième chose, c'est assez lié, d'être cohérent. De trouver, on a un chemin, on peut se perdre, mais essayer de trouver cette cohérence et ce fil qui nous porte. Après, les moyens d'action sont différents sur la vie, mais c'est ça. Et puis d'être ouvert aux autres, d'écouter toujours. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention.